Les féministes détestent les hommes, elles veulent que les femmes les dominent. On n'a plus besoin du féminisme, l'égalité femmes-hommes est déjà là. Les féministes exagèrent et sont trop agressives. Le féminisme supprime les différences entre les femmes et les hommes. Les femmes sont naturellement faites pour s'occuper des enfants. Voilà des phrases, des idées reçues que vous avez sûrement déjà entendues autour de vous. Malgré les évolutions de la société, elles ont encore la vie dure. Et parfois, on ne sait pas toujours quoi répondre. Par où commencer pour expliquer, par exemple, que le féminisme n'est pas un problème de femmes. Il propose avant tout de regarder le monde avec de nouvelles lunettes et de vivre plus libre, tout simplement. Parce que l'intime est politique et que les violences, les dominations sont innombrables. Comment expliquer que tout le monde gagnerait à vivre dans un monde plus féministe ? Non, le combat féministe n'est pas dépassé. Et c'est en partant de ce constat que Charlotte Bien-Aimée a créé en 2017 un podcast à soi. Elle y aborde toutes les questions de société au prisme du genre, en mêlant documentaires et entretiens, récits intimes et paroles d'expertes, textes inspirants et réflexions personnelles. Le plus souvent dans l'histoire, Anonyme était une femme. Les bras se sont levés, les bouches sont exclamées. Maintenant, il faut des mots. Ça dure toute la vie, une évasion. C'est tout le temps à refaire. Un podcast à soi. Devenu une référence, il est écouté par plusieurs centaines de milliers de personnes chaque mois. Son objectif, déconstruire les préjugés, comprendre d'où ils viennent, faire entendre les voix que l'on n'entend pas et montrer aussi comment les prises de conscience féministes bouleversent une vie. Travail, sport, parentalité, sexualité, violence, écologie, handicap, vieillesse, précarité, enfance, lutte sociale, tous les sujets sont scrutés pour questionner les rapports de domination et explorer les voies d'émancipation possibles. Alors, comment ont évolué les luttes féministes depuis MeToo ? Où en sommes-nous en tant que société et en quoi le podcast est moteur des révolutions féministes ? Réponse dans cet entretien Blast avec Charlotte Bien-Aimée. Charlotte Bien-Aimée, bonjour. Bonjour. Vous êtes documentariste, autrice, et depuis 2017, vous produisez un podcast à soi, donc une série de documentaires sonores sur Arte Radio. Et dans ce livre, un livre à soi, vous retracez les principaux épisodes de ce podcast, devenu une référence sur le féminisme. Il est sorti aux éditions Stock et Arte Éditions en 2022, et il a été publié en version poche le 25 novembre 2024. Donc dans votre podcast, vous proposez un nouveau regard sur tous les grands sujets de société à travers le féminisme et les questions de genre. On peut citer le travail salarié et domestique, la parentalité, l'horloge biologique, la justice, l'accouchement, les transidentités, le racisme, les luttes sociales. C'est un peu une sorte de manuel d'autodéfense intellectuelle, mais aussi de réflexion philosophique intime, puisque vous interviewez des expertes, des personnes concernées, vous faites aussi résonner les mots d'autrice, de poétesse. Est-ce que le premier objectif de tout ce projet n'est pas de démontrer que tout est lié, que le féminisme offre de nouvelles lunettes pour observer le monde, mais aussi comprendre notre monde ? Oui, je pense qu'au départ, on a des nouvelles lunettes sur le monde grâce au féminisme. On voit les choses différemment, on comprend les inégalités de genre. Et en fait, très vite, on se rend compte qu'on ne peut pas penser la lutte contre le patriarcat sans les questions de lutte contre le racisme, de lutte contre le classisme et après plein d'autres formes de domination. Je pense au validisme, je pense à la grossophobie. Dernièrement, je pense que ça, c'est pour moi un point très important, c'est la question de la lutte contre la domination adulte, qui est aussi à articuler et qui commence à apparaître. C'est pas encore généralisé. Et je pense que ça, c'est encore une lutte à articuler complètement, qui devrait vraiment faire partie des luttes féministes, et qui le fait d'ailleurs, mais qui pourrait l'être encore plus. Alors, il y a la question de l'inceste, la question de la pédocriminalité, mais il n'y a pas que ça. Il y a les violences qu'on dit éducatives ordinaires. Et donc, les rapports des adultes aux enfants, comment on considère les enfants ? Est-ce que les enfants sont des sujets de droit ? Les enfants n'ont pas la parole, comme les femmes ne l'avaient pas, ou ne l'ont pas, ou peu, on les écoute pas. Et si on n'apprend pas aux enfants qu'ils ont le droit de dire leur avis, si on respecte pas leur consentement dans la vie de tous les jours, c'est compliqué après de lutter contre les violences. Et donc, la violence contre les enfants et la violence contre les femmes, pour moi, c'est aussi un endroit à articuler très fortement et qui est peut-être pas encore assez mis en avant. Oui, vous avez fait plusieurs épisodes d'ailleurs là-dessus, et c'est vrai que le MeToo inceste est arrivé très tard en fait après MeToo, et on voit que c'est vraiment le début des dominations, le début en fait des violences qu'on peut vivre en tant que petite fille, mais aussi en tant que petit garçon, même si les filles sont largement surreprésentées dans les incestes, et c'est un vrai sujet de société parce que c'est comme ça que ces rapports de pouvoir, de domination s'inscrivent aussi dans les esprits, quoi. Tout à fait. Puis il y a aussi, moi, ça me fait aussi penser à la question on est tous passés par des violences éducatives ordinaires, et que du coup la question des traumatismes aussi influe sur nos vies sans qu'on s'en rende vraiment compte, parce qu'en fait on cherche aussi dans la famille, ce qui existe aussi, des rapports de domination, etc. Mais en fait je pense qu'on est
tous et toutes des anciens enfants, et donc forcément on a été impacté par ces violences. Et d'ailleurs sur la question de l'articulation des différentes luttes, moi c'est ce que j'ai toujours voulu faire depuis le début. Je m'étais dit, on va faire entendre des personnes partout en France, de toute classe sociale, des personnes racisées, des personnes pas racisées. Il faut l'articuler les questions de des luttes écologistes, des luttes sociales. On ira dans les bureaux dorés et dans les rues sales, dans les classes d'école et les chambres à coucher, dans les maisons, les universités, sur les terrains de foot, à l'hôpital, dans les églises, les champs ou les bancs de l'Assemblée. On ira écouter celles qui sont dans la norme et celles qui ne le sont pas. Ceux qui ont des enfants, celles qui n'en voudront jamais, celles qui aiment les femmes et ceux qui aiment les hommes, celles qui aiment les deux, ceux qui ne savent pas, celles qui hésitent. J'essaie toujours, quand je commence un sujet, de penser dans la globalité toutes les formes de domination qui s'articulent. Après, c'est impossible en une heure de tout rendre, mais je le pense comme une suite, en fait, au fil des 50 épisodes là maintenant. Voilà, si on parle de la question du travail domestique non rémunéré, effectué par les femmes, on ne peut pas en parler si on oublie la question du travail rémunéré, effectué par des travailleuses domestiques, souvent de classe sociale inférieure, souvent ou racisées. Voilà, on est obligé de prendre en compte tout ça, sinon on oublie quelque chose, et c'est important parce qu'on se retrouve en tant que femme, mais après on a des différences. Et comme le disait Audre Lorde, voilà, l'important c'est de faire des différences des forces collectives, c'est-à-dire pas les nier, pas non plus en faire une impossibilité de fonctionner ensemble, mais les reconnaître pour pouvoir ensuite réfléchir à comment on fait ensemble et collectivement, malgré ces différences, et aux endroits où on se retrouve aussi. Oui, sur la question que vous évoquiez d'ailleurs dans l'épisode Qui gardera nos enfants, où vous en parlez, vous notez aussi justement ce paradoxe de certaines femmes qui vont s'émanciper au mépris d'autres femmes. Et c'est un peu toute la question aussi de penser en fait justement à quel prix on va s'émanciper en tant que femme ou en tant que personne dominée. Vous le dites aussi en parlant de votre podcast, je voulais que ce soit un endroit où l'on puisse se retrouver intimement, politiquement, où l'on puisse se faire du bien, même si c'est douloureux. C'est pas un peu paradoxal de se faire du bien quand c'est douloureux? C'est vrai. Ce que je voulais dire par là, c'est que c'est pas en étant dans le silence que ça va aller mieux, et que du coup, il y a parfois des vérités à redire ou des mots à utiliser. Par exemple, dans l'émission sur l'inceste, j'ai réfléchi quels mots je garde, quels mots je ne garde pas. Donc, c'est douloureux de dire la vérité. Et en général, les personnes qui brisent les silences, c'est les personnes qui sont ensuite stigmatisées, bannies, exclues. Et donc, c'est douloureux parce que ça fait mal de dire ce qu'on subit, et en même temps, ça fait du bien que ça soit posé quelque part et qu'on se rende compte qu'on n'est pas seul, et que ce qu'on vit, c'est pas individuel, c'est pas dans notre tête, c'est pas parce qu'on a fait quelque chose qui n'allait pas, c'est que c'est à l'intérieur d'un système global et systémique du patriarcat, notamment, mais pas que. C'est aussi là l'idée de mélanger aussi des textes littéraires, poétiques, de prendre un grand soin au son, au silence, aux voix aussi, la façon de raconter un récit. Moi, je prends beaucoup de temps pour choisir qui je vais voir, pourquoi. Enfin, il y a aussi une poésie des accents qu'on peut entendre. J'avais envie aussi, grâce notamment au texte, à la musique, à ce que ce soit comme un endroit où, oui, ça peut être dur parce que c'est dur ce qu'on vit, et en même temps, ça peut donner de la force parce que au moins on est ensemble et on comprend aussi. Parce que c'est dur, mais on comprend aussi pourquoi. On n'est plus dans juste subir quelque chose où il nous manque des billes, en fait. Et ça, la compréhension, ça fait partie de l'émancipation aussi, ensuite. Oui, et je trouve que c'est quelque chose qui est très fort dans les épisodes, c'est qu'il y a des moments où on peut avoir soi-même une prise de conscience, et ça peut être très violent, et on est un peu... il y a quelque chose de vertigineux, et à la fois derrière, il y a un peu de musique, il y a un extrait d'un poème qui nous permet de reprendre nos esprits, et peut-être de transformer ça aussi en quelque chose d'un peu plus... d'avoir un peu plus d'air, en quelque sorte, en fait, pour vivre ce moment-là. D'ailleurs, vous citiez Audre Lorde, qui dit « La poésie n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale ». Je crois que c'est quelque chose auquel vous croyez beaucoup aussi. Et la poésie est très présente dans votre podcast. Dans l'introduction de votre livre, donc, qui reprend la majorité des épisodes qui ont été produits entre 2017 et 2022, vous évoquez la nécessité aussi de laisser une trace écrite de tous ces témoignages que vous avez recueillis. Vous le dites, nous avons besoin d'imposer nos récits, de les répéter sans cesse, d'y revenir, afin qu'ils soient pris au sérieux. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué en revenant justement sur tous ces épisodes, en essayant de les mettre à jour, de réécrire certaines choses pour ce livre? Je pense qu'il m'a marqué, c'est qu'à la fois, et alors peut-être encore plus là maintenant avec la sortie en poche, parce que ça fait encore 2 années en plus. 2 années Ce qui m'a marqué, c'est que tout a changé et rien n'a changé. Et donc tout a changé parce que, exemple, le mot féminicide maintenant est dans le langage courant. Quand on parle de questions lesbiennes, on est
un peu moins choquée. La maternité et le féminisme, c'est devenu normal de penser ces choses de manière articulée. Il y a des tas de collectifs qui sont créés. Ça aussi, des collectifs partout. Moi, j'ai vu au fur et à mesure des années des collectifs dans toutes les villes, les campagnes, les grandes villes, les villes moyennes. On est des milliers à défiler dans les rues le 25 novembre pour la journée de lutte contre les violences faites contre les femmes. On est des milliers à défiler le 8 mars. On en parle un peu plus facilement dans les repas de famille, avec les amis. Les jeunes femmes, ça m'a beaucoup touchée, ça. J'ai beaucoup de messages de jeunes femmes qui ont 25, 26 ans et qui me disent « j'écoute depuis que j'ai 20 ans ». Donc ça veut dire que ces jeunes femmes, elles sont construites avec ça. Donc ça, tout a changé. Enfin, je veux dire, puis la parole femme est peut-être un peu plus écoutée, entendue, et en même temps, quand j'écrivais l'épisode sur la justice, par exemple, que je le retranscrivais pour le livre, rien n'a changé. Il y a autant d'hommes qui violent des femmes. La question de l'inceste est structurante de notre société. La justice on est au même niveau. Alors peut-être qu'il y a des prise de conscience, mais il y a encore des mères qui sont accusées d'être affabulatrices parce qu'elles dénoncent le fait que leur enfant a été victime d'inceste de la part du père, et on les prend pour des menteuses et manipulateurs. Le fameux syndrome de l'aliénation parentale qui a été totalement inventé. Ouais. Voilà, et ça, on en est encore là, quoi. Donc, il y a toujours, on aussi, et en même temps, dans quelle société on est là maintenant, avec quel gouvernement. Et donc, c'est ça aussi, le livre, là, je me souvenais plus de cette introduction, mais c'est qu'en fait, on est obligé de toujours répéter, parce que rien n'est acquis, ça on le sait, on le répète souvent dans les questions féministes, rien n'est acquis. On a bien vu le droit pour l'avortement aux États-Unis, et donc il faut toujours tout reprendre avec l'avancée quand même, parce que de plus en plus de femmes parlent. Il y a quelque chose qui m'a marqué récemment, c'est la dernière enquête sur la sexualité des Français et Françaises, qui disait notamment que les Français et Françaises faisaient moins l'amour, ou moins souvent, et alors j'entends c'est quand même embêtant, moi j'y voyais une avancée féministe, parce que je pense que maintenant, on réfléchit peut-être plus ou alors les femmes arrivent peut-être plus à décider de dire non, j'ai pas envie ou j'ai envie. Il y a peut-être une réflexion plus globale sur la sexualité, sur la question de la masturbation, sur le temps accordé à ça ou pas, la place pour autre chose, les amitiés. Donc je pense qu'il y a des choses qui et d'avoir des rapports consentis. Des rapports aussi, consentis, le consentement, ça revient, c'est en discussion du moment maintenant. Mais donc voilà, ça pousse, mais doucement, quoi. En tout cas, je pense que tout a changé en termes de militantisme. Et ça, c'est grâce à toutes les femmes qui, avant, ont travaillé dans l'ombre, avec des toutes petites manifs, des petits collectifs, des collectifs très importants, mais je veux dire qui étaient beaucoup moins nombreux, et que ça a poussé, et à un moment, ça donne ce gros mouvement. Donc ça tout a changé. Je suis pas certaine que dans les repas de famille, on nous considère pas encore, quand on dit qu'on est féministe, comme hystérique, détestant tout le monde, et en particulier les hommes, et un peu exagéré, quelqu'un qui exagère, quoi. Je suis pas certaine qu'on ait tout à fait bougé à cet endroit-là. Parce que je précise d'ailleurs justement que quand vous avez lancé le podcast en 2017, c'était quelques mois avant que le mouvement MeToo commence, et le féminisme n'avait clairement pas du tout la même place dans le débat public. Est-ce que vous avez quand même l'impression, malgré ce bilan un peu en demi-teinte, qu'il y a des sujets sur lesquels il y a une réelle évolution? Parce que je pense notamment, par exemple, à l'émancipation qui a été permise. Vous parlez de jeunes femmes qui écoutaient votre podcast depuis leurs 20 ans. Moi, j'ai 30 ans passés, j'ai des petites sœurs qui ont 10 ans de moins que moi. Je vois bien que même ne serait-ce que leur évolution sur le féminisme n'est pas du tout la même que la mienne, parce que moi, je n'avais pas à leurs âges accès aux mêmes informations, aussi, tout simplement, en fait. Oui, j'ai le sentiment, quand j'ai pu enregistrer dans des lycées ou dans des écoles dans les Vosges, là je pense à l'émission sur les jeunes femmes dans le milieu rural, c'est sûr, il y a quelque chose qui a bougé. Elles vont parler plus facilement de masturbation, elles vont s'interroger de manière beaucoup moins problématique sur leur orientation sexuelle. Donc effectivement, je pense qu'il y a quelque chose qui infuse, qui est énorme. Après, je pense que c'est pas partout, c'est pas tout le monde encore. En fait, je suis assez optimiste, donc ça paraît peut-être pas là, mais c'est juste que ça prend beaucoup de temps et que c'est jamais acquis, en fait. Il va falloir qu'on soit forte, parce que, et même en termes collectifs et de rapport de force, parce qu'en face, on sait qui on a en face. Et donc là, les prises de conscience, elles sont très fortes, ça c'est super, et je pense que ça va aboutir à autre chose, mais on est encore en... Oui, on pousse, quoi.
Ouais. Suzanne Faludi parlait dans les années 90 du backlash, donc d'un retour de bâton orchestré par les néoconservateurs pour faire en sorte que les droits des féministes soient, enfin des femmes d'ailleurs en fait tout simplement, soient reniés, pour décritiser les féministes. Et on a quand même pas mal entendu ces dernières années ce mot être utilisé à certains moments, notamment quand le droit à l'avortement a été retiré au niveau fédéral aux États-Unis. Vous, est-ce que vous considérez qu'il y a eu un retour de bâton qui accompagne aussi une sorte d'évolution dans la société, ou vous ne le voyez pas tant que ça? On est toujours en lutte, en fait, contre un système qui ne veut pas nous entendre, en fait, enfin, qui n'a pas envie, quelque part. Donc, il est plus fort avec des forces conservatrices. Je reste en demi-teinte aussi, en fait, parce que je pense qu'on est très puissante aussi, là, en ce moment. Donc, oui, il y a un retour de bâton, et en même temps, il a toujours été là. Enfin, même si c'est... Voilà, là c'est flagrant avec les gouvernements au pouvoir, etc. Mais le retour de bâton, il a toujours été là. Il est dans les violences conjugales du mari, il est dans l'inceste du grand-père, il est... Et donc ça, pour moi, c'est en lame de fond, c'est là. Une intervention de Emmanuel Macron, il n'y a pas très longtemps, sur la question de que les pères aient plus souvent leur droit de visite, enfin voilà, qu'on puisse quand même améliorer ça, alors même qu'on sait que les femmes qui se séparent, après, vivent des violences après les séparations de la part des ex-conjoints, et notamment et via les enfants. Je veux qu'on puisse ouvrir ce débat, qui est au fond à la fois un débat sur la parentalité et un débat sur l'égalité entre les femmes et les hommes, qui est celui d'instaurer un devoir de visite, un devoir d'accompagnement jusqu'à l'âge adulte des enfants. Quand il y a un père, il faut qu'il exerce tous ses devoirs et que la maman, quand elle est dans cette situation-là, puisse exiger des visites régulières. Et que justement, elles, qui ne veulent en général, aussi, qui en général ne veulent pas les enfants, mais là tout d'un coup, ils ont envie de pouvoir s'en occuper. Et donc ça, par exemple, moi, c'était tellement en contradiction avec toutes les études sociologiques, politiques, avec les luttes militantes. Bon, oui, ça, pour moi, c'est un retour de bâton, parce que les choses ont été dites, et elles sont pas non plus complètement contredites là-dessus. Enfin, je veux dire, il y a des chiffres, il y a des études, on le sait. Bon, il y a une prise de position politique. Ouais. C'est un peu la même chose avec le réarmement démographique. On peut citer ce qu'on a entendu récemment aussi contre la fameuse théorie du genre à l'école, qui n'existe pas et qui est complètement inventée en fait par la droite et l'extrême droite. C'est pour ça qu'on dit qu'on n'a jamais terminé, parce que ça revient tous les, je sais pas, 10 ans, cette histoire, alors que nous on avance. Je veux dire, on est très loin en termes de réflexion, et à chaque fois il faut revenir à quelque chose qui est la base en fait, que ça n'existe pas, que c'est pas ça qui est en train d'être fait, que justement c'est une émancipation, c'est justement protéger les violences, enfin se protéger des violences. Bon, ça ça revient sans cesse. Vous le dites d'ailleurs dans le tout premier épisode du podcast sur le sexisme au travail dans les boîtes du CAC 40. Je suis devenue féministe grâce à la radio. Je crois que je suis devenue féministe grâce à la radio. Depuis plusieurs années, sur les ondes de France Culture, je fais entendre les récits de jeunes femmes qui se battent pour leurs droits ici et ailleurs. Elles m'ont ouvert la voie. À toutes, j'ai demandé « Pourquoi êtes-vous devenue féministe ? Est-ce qu'il y a eu un déclic ?» Je ne sais pas si je pourrais répondre moi-même à cette question. J'y réfléchis encore. Ce que je sais, c'est que le féminisme est devenu comme une évidence. Ça m'a révélé, ça m'a ouvert un autre monde. Qu'est-ce que, justement, permet la radio, le podcast, que ne permettent pas d'autres médias comme la vidéo, surtout quand on parle de sujets aussi intimes, parce que c'est pas complètement anodin. Vous citiez le fait que cette audience ne fait que grossir. Il y a plusieurs podcasts qui ont émergé à peu près au même moment que le vôtre, comme Les coups sur la table de Victoire Tuaillon ou La poudre de Lorraine Bastide. Et on voit maintenant que ces podcasts sont devenus aussi un peu des manuels de rhétorique, en quelque sorte, de compréhension du monde, où parfois, au lieu d'avoir une conversation avec quelqu'un, on va lui dire « Bon, écoute, cet épisode de ce podcast, ce sera plus simple, quoi. » Oui. Mais je pense que j'ai toujours senti que c'était parfait, la radio pour le féminisme, parce qu'il y a justement, il n'y a pas d'image, et donc il y a la possibilité de la parole, justement. C'est justement ce qu'on réclame, c'est que les femmes soient entendues jusqu'au bout, dans la précision, et donc là, il y a cette possibilité dans la radio aussi, avec le montage qui est beaucoup plus facile que, en images, par exemple, et aussi, on n'a pas justement ces images qui souvent nous
sont compliquées aussi, enfin voilà, qui peuvent brouiller l'imaginaire, et là on est juste avec la voix et donc juste avec le récit. Et je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre aussi quasiment physique en fait, c'est que le son ça passe tout de suite dans le corps, ça parle aux émotions. Je pense que la réappropriation des émotions aussi c'est quelque chose dont parlent beaucoup les écoféministes notamment. Et du coup le fait d'être marqué dans une émotion forte parce qu'on s'identifie ou parce que là tout d'un coup surgit une émotion parce que ça fait référence à notre histoire à nous, je pense que ça permet ensuite de prendre... Les prises de conscience sont très fortes, très vite, et donc on peut après avoir envie d'écouter une chercheuse qui va développer le propos autrement. Au départ, cette question-là, c'était aussi pour... convaincre, quelque part, c'est que quand on écoute un récit d'une personne qui raconte son parcours ou de violence, ou son parcours par rapport à son rapport à son corps, on peut pas le remettre en question. Enfin, je veux dire, c'est un parcours individuel, donc on écoute. Souvent, on peut s'identifier, et donc après, on peut développer le propos. Alors que si on est dans tout de suite un débat où des fois, c'est moins entendable pour certains, certaines. Alors que là, il y a oui, c'est la vérité du vécu, quoi. Du vécu. Et en plus qui passe par les sensations, quoi. Je pense que vraiment le son et ça aussi du coup qu'est-ce que je dis tout à l'heure, la question des textes, de la musique. Enfin, la musique elle est pas là pour illustrer. À chaque fois on réfléchit à qu'est-ce que ça crée, est-ce que ça accompagne, est-ce que ça renforce trop, est-ce que ça permet justement de souffler. Et ça je pense que ça se sent dans le corps. Et puis c'est un moment aussi. Il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est un moment à elle en fait. On peut aussi aller aussi loin dans les mots. Encore une fois, on peut être très précis en radio. Et du coup ça c'est important aussi pour le féminisme, de ne rien cacher, d'aller jusqu'au bout de ce qu'il y a à dire et pas être dans des considérations générales. Et ça permet aussi une forme d'émancipation parce qu'on a des mots précis. Et puis après il y a un autre truc que je me suis dit il y a pas longtemps, c'est qu'en fait on peut écouter en faisant les tâches domestiques. Du coup, ça c'est pas mal, et c'est vrai. Qui normalement devrait être mieux réparti. Qui devrait bien sûr être après mieux aussi réparti. On peut écouter en étant un homme, mais bien j'imagine que quand même il y a plus de mais femmes ça qui c'était un peu cette idée-là, c'est que il y a mais même en étant un homme, mais en tout cas, comme il y a encore une énorme majorité les tâches domestiques, elles sont loin d'être réparties, quoi. L'immense majorité, c'est les femmes qui les font. Je me suis dit, dans l'entente que ce soit mieux réparti, au moins, dans ces moments-là, on plie le linge et en même temps, on écoute. Je me dis, on peut moins faire ça en regardant un film. Non, mais il y a aussi beaucoup de personnes à Blest qui nous disaient qu'il fallait absolument qu'on se mette en podcast. Alors maintenant, tous nos entretiens sont disponibles au podcast, ça fait un moment, mais tout n'est pas au courant parce qu'ils nous disaient, en fait, on va faire autre chose. Je fais la cuisine, je peux pas regarder la vidéo en même temps, donc un podcast c'est beaucoup mieux. À propos de justement parler en son jeu, vous évoquez dans l'introduction du livre votre avancée aussi à vous dans les prises de conscience. Vous parlez d'une biographie féministe en parlant de votre livre, et au fur et à mesure des épisodes, justement, vous parlez de vous parlez de votre rapport à votre corps, votre féminisme qui est étroitement lié à votre maternité, votre désir qui a changé, et à chaque fois c'est avec une introduction un peu plus personnelle en début d'épisode, et puis ensuite vous laissez en fait la place à tous ces témoignages et à tous ces textes pour qu'ils existent seuls. Vous l'avez dit dans plusieurs interviews, vous pensiez pas autant raconter de votre intime. Comment vous expliquez que finalement vous êtes arrivé à le faire ? En fait, comme toutes, comme les auditrices, moi, le féminisme m'a nourrie, m'a transformée, m'a fait prendre conscience de choses extrêmement fortes qui ont transformé ma vie. Donc, le féminisme et du coup encore plus le podcast, puisque avec cette émission-là, je vais, comme j'ai dit tout à l'heure, partout. Je rencontre beaucoup de personnes très différentes, et donc c'est accéléré, parce que du coup, mon travail fait que ça m'a rattrapé en fait cette histoire. Je savais que j'allais le dire un petit peu, parce que je voulais avoir un point de vue situé. Je voulais dire que voilà. Moi, je parle de mon endroit, c'est pas un endroit universel, mais voilà. Et après, on est ensemble et je donne la parole à d'autres. Mais moi, je voulais faire partie d'eux, et puis que ça soit aussi, encore une fois, une histoire d'identification. C'est que mon histoire, elle parle autrement à d'autres personnes, mais ça peut résonner. Et oui, je pensais pas autant. Mais en fait, c'est obligé parce qu'en fait, c'est tellement transformateur. Ça change une vie complète. Enfin, moi, en plus, ça m'a permis c'est grâce au féminisme que j'ai compris que j'étais lesbienne. C'est grâce au féminisme que, je sais pas, grâce aux nombreuses manifestations que j'ai faites, en ayant d'autres images, par exemple, de femmes dans la rue, d'autres corps, des poils sous les bras. Enfin, c'est idiot, mais je me dis, on est encore à ça, et que maintenant, je trouve ça beau, et que je ne me plie plus depuis bien longtemps, mais je comprends que c'est difficile aussi. Je pense à ça parce que je prépare une émission sur les poils, justement, parce qu'en fait, on se dit, maintenant c'est bon, ça on en a parlé. Et en fait, pas du tout. C'est encore très difficile, cette question-là. Et moi, c'est parce que j'ai été pleinement
nourri de toutes ces luttes, de toutes ces femmes qui luttent, de ces réflexions, constamment. Donc en fait, ça a été... et donc j'ai envie de le partager. C'est à la fois parce que je pense que ça a un sens, et aussi parce que c'est ça qui vient. En fait, je vais pas raconter une autre histoire. En fait, à chaque fois, il y a quelque chose qui me relie au sujet très fort. En fait, et donc ça m'a transformée. Moi, ma vie transforme les podcasts aussi. Et c'est que des allers-retours comme ça. Et même des fois, c'est étonnant parce que il y a une émission que je pense, et en fait, au moment où ça sort, en fait, ou alors un peu avant, ce que je raconte, en fait, ça s'est passé 2 semaines avant, comme s'il y avait des intuitions, mais parce que, en fait, c'est des intuitions, mais c'est aussi des intuitions collectives. C'est parce que je suis en contact avec plein de collectifs, des chercheuses, et donc on est ensemble à réfléchir tout ça. C'est une toile d'araignée, et du coup, voilà, ça rejaillit à différents endroits, et dans ma vie aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit vraiment à quel point votre évolution, en fait, suit une sorte d'évolution sociétale et à chaque fois fait écho à plein d'expériences. C'est-à-dire qu'à la fois sur la maternité, vous interviewez des femmes qui, en fait, réalisent vraiment au moment d'avoir un enfant l'inégale répartition des tâches, qu'elles n'avaient pas tant vécu que ça avant, ou en tout cas qu'elles n'avaient pas conscientisé. C'est un boulet pour nous, ça nous tue, en fait, cette double journée. On nous a dit que maintenant, les femmes avaient la chance de pouvoir avoir un emploi, que c'est ça qu'il fallait faire, que c'était par là que passait l'émancipation, mais on nous a pas aidé à partager le reste, en fait. Et du coup, on se retrouve à faire ce que faisaient nos grands-mères et nos mères, plus notre journée de travail salariée. Notre vie est impossible. Alors du coup, on essaye plein de trucs. On fait du yoga, on va chez des psys, on prend des antidépresseurs, on fait du sport. Il y a des tas de spécialistes en hog qui nous prennent notre argent pour nous aider à vivre avec ça, alors que ça n'est pas normal. Il n'est pas intrinsèque à notre nature de femme. Et c'est la même chose, par exemple, dans l'épisode « Nos désirs font désordre » où vous dites « J'ai compris qu'en fait, j'aimais les femmes après avoir été en couple, avoir eu des enfants, etc. » Et vous racontez l'histoire d'énormément de femmes qui sont dans votre cas et qui parfois, beaucoup plus tard que vous, à 50 ans, 55 ans, réalisent qu'elles sont lesbiennes. C'est assez fou quand même, quoi. Mais je pense que le lesbianisme apporte beaucoup de bonheur. C'est ce que les lesbiennes essayent de dire depuis 40 ans. C'est ce que les féministes ont eu beaucoup de mal à entendre. Mais en réalité, ça apporte beaucoup de bonheur, ça apporte beaucoup de soulagement, beaucoup d'apaisement. Alors encore une fois, il ne faut pas effacer les violences associées à ça. Mais je pense dans la vie privée, surtout, dans la vie intime, peut-être aussi dans la vie sociale, dans la vie communautaire, on va dire, ça apporte beaucoup de bonheur parce qu'on n'est pas en lutte permanente avec la domination masculine. Quelque part, on est aussi plus libéré de ces stéréotypes, de ces normes de genre qui fatiguent, de cette injonction à devoir plaire aux hommes, à obtenir de la reconnaissance sociale à travers le regard des hommes. Ça, c'est fatigant, c'est épuisant, et puis c'est infériorisant, c'est humiliant en réalité, au bout d'un moment. Et donc, être lesbienne, c'est quand même être libéré de tout ça. Et je crois que c'est déjà pas mal d'un point de vue féministe. C'est un vrai sujet parce que là, je sais qu'il y a des groupes de discussion qui sont créés. J'ai eu beaucoup de messages. C'est pas quelque chose d'anodin en fait. C'est pas anecdotique, c'est ça que je veux dire. Il y a quelque chose qui se passe, mais qui est lié aussi aux nombreuses discussions. Ça, on parlait de qu'est-ce qui a changé. Les questions sur l'amitié, sur comment faire couple autrement, faire attention à nos liens, qu'ils soient amitié, la famille, amoureux, avec les enfants. Et ça, c'est aussi des discussions. Enfin, en peu de temps. Il y a des livres qui sont sortis, je veux dire, il y a 7 ans, il n'y avait pas de livre sur l'amitié. Bon, là, ça arrive. Voilà. Et je pense que c'est lié à tout ça. C'est comment on reconfigure nos relations et nos désirs, donc. Mais cette histoire de femmes qui réalisent qu'elles sont lesbiennes ou alors ou bi, il y a quelque chose d'assez fort dans ce qui se passe là. Ouais. Ou même de s'interroger. Avant, on s'autorise pas à s'interroger. Là, maintenant, je pense que ça commence à changer, ça aussi. Et justement, en fait, ce qui est intéressant et en même temps assez frappant dans tous les récits que vous avez réunis, c'est que souvent, ce sont les femmes en fait qui prennent les choses en main pour changer la situation qu'elles vivent, qui sont obligées de briser elles-mêmes leur chaîne, que ce soit justement en négociant avec leur conjoint pour une meilleure répartition des tâches domestiques, en faisant une thérapie féministe pour réparer les violences qu'elles ont subies du fait du patriarcat, en participant aux luttes sociales, aux luttes écologiques ou en explorant elles-mêmes leurs propres désirs pour comprendre en fait à quel point
il a été dénaturé d'une certaine manière par des injonctions. Donc on pourrait se dire que c'est assez évident puisque les dominants ne sont pas ceux qui vont créer les conditions d'une émancipation, mais en même temps ça interroge aussi sur la part du politique, le rôle de chacun, l'impression qu'en fait il y a une sorte d'injonction à s'émanciper par soi-même. On pourrait faire le parallèle avec les petits gestes sur l'écologie par exemple. Pour vous, quels sont justement quel est le point commun entre tous ces récits d'émancipation que vous racontez et à quelles conditions justement ils pourraient mieux réussir qu'avec simplement l'impression qu'on doit gérer soi-même sa propre libération? Ce qui est très fort en termes de collectif, c'est qu'on voit apparaître de plus en plus et se développer, c'est les groupes de parole entre femmes, donc c'est le partage d'expériences sur un sujet. Et ça, d'une part, ça permet des prises de conscience collectives, et après, on a envie de faire des choses ensemble parce qu'on se sait, on a raconté ce qu'on a vécu, on connaît les histoires ou les difficultés des unes et des autres, et donc ensuite, on a encore plus envie de faire ensemble, et donc ou de créer une asso, ou d'aller coller, ou de s'engager dans telle lutte ou telle lutte. Finalement, l'émancipation individuelle en tant que féministe, ça a des répercussions très fortes en fait, parce que si l'une va réussir à s'extraire d'un couple où il y a de la violence, par exemple, après elle va aider une autre à le faire. Bien sûr. Même si c'est pas dans des collectifs nommés, même si on dit pas je suis militante féministe, mais les entraides entre femmes, que ce soit entre voisines, entre copines, ça c'est déjà du politique en fait, parce que ça plante des graines aussi quand on parle ensemble des enfants et comment on veut faire pour justement considérer leurs paroles, et c'est pas du rien, et donc c'est tout aussi fort politiquement que créer une association qui vient en aide aux victimes de violences. Enfin, il n'y a pas de hiérarchie, mais je pense que c'est important de le dire, parce que des fois j'ai aussi des messages, mais qu'est-ce que je peux faire, où je peux aller comme association, et il y a déjà plein de choses à faire, mais on peut aussi commencer par se retrouver avec deux amis et décider qu'on aborde pendant 1 heure des traumatismes liés à notre corps pendant le lycée. Et ça déjà, ça permet aussi une mise en mouvement, parce qu'après, on a envie de faire d'autres choses. Et je pense que c'est pas rien en fait, les émancipations individuelles. Je pense qu'elles ont un fort potentiel politique si elles sont pensées comme ça. Et collectif. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de cathartique. On voit aussi dans les relations entre femmes, quand on se retrouve entre nous, en fait, assez rapidement, il va y avoir un sujet qui va être de près ou de loin lié aux violences qui va émerger dans la conversation. Et je pense qu'il y a quelques années, ça pouvait être plus facilement mis sous le tapis, et qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est un peu libéré dans le fait de se dire on crée de l'espace pour ça. Et puis on a des outils. On peut s'offrir des livres, on peut s'offrir des podcasts, il y a plus d'associations, comme vous le disiez. Donc, il y a quand même ça qui est plus positif par rapport à 2017. Ça, c'est sûr. Je le disais un peu plus tôt dans cet entretien que votre podcast était une sorte de manuel d'autodéfense intellectuelle. Pour vous, quels sont les préjugés à déconstruire absolument aujourd'hui ? Parce qu'on approche de la période des fêtes, donc il y a peut-être beaucoup de femmes qui vont se retrouver de façon non consentie à côté de personnes qui peut-être vont leur donner des idées reçues, des grands préjugés sur le féminisme. Qu'est-ce que vous leur conseilleriez ? La question de l'autodéfense verbale, en fait, c'est très très difficile en fait si on n'a pas des outils très préparés en avance en fait, et du coup d'avoir des listes de réponses peut-être toutes faites à des choses on sait qui vont arriver. Ça, je trouve que si on a envie de préparer, Après, je trouve que ce qui marche bien aussi, c'est la question de mais ça, c'est dans les cours déjà aller à un cours d'autodéfense féministe, parce qu'il y a des cours d'autodéfense c'est physique, mais il y a aussi dans ces cours d'autodéfense, c'est aussi l'autodéfense verbale justement. Donc exposer ce qu'on vient de dire, qu'est-ce que ça nous fait et qu'est-ce qu'on a envie maintenant. Ça, par exemple. Et s'y préparer mentalement, si on a envie d'aller à la bataille à ce moment-là. Parce que avoir envie de partir ou de ne pas répondre, c'est aussi une autodéfense, quelque part. Ou de ne pas avoir envie de s'époumoner à essayer de convaincre. Et je trouve que poser des questions aussi, ça fonctionne bien. Mais pourquoi tu dis ça ? Ah bon, mais t'as déjà constaté ça ? Mais qu'est-ce que tu veux dire par là ? Parce qu'en fait, souvent, le discours, il s'effiloche assez vite, en fait. C'est aussi ça que j'avais envie de faire dans le livre, parce que on peut aller piocher plutôt qu'un podcast qu'on écoute on peut aller piocher sur le sport, il y a un encart sur la question de la différence physique entre les hommes et les femmes soi-disant, et du coup dans le sexisme ordinaire
En milieu tempéré, il y a comment une blague soi-disant rigolote, c'est pas vraiment du sexisme, peut aboutir à des violences très graves. On peut aller piocher des outils pour des réponses dans les pages assez rapidement. Et après, se constituer un peu, mais on dit ça, puis on n'a pas le temps, mais se constituer sur sa petite fiche, en fait, parce que c'est les mêmes choses qui reviennent en général. Mais justement, pour vous, quelles sont les idées reçues qui ont le plus la vie dure? Comment vous les... J'avais perdu la question. Vous les déconstruirez? Moi, je crois qu'il y a un truc qui me vient tout de suite, c'est quand même Alors, c'est une psychologue féministe, Annie Ferrand, qui avait parlé de ce mot, qui a employé ce mot, c'est la maternophobie. C'est de considérer que les mères, elles sont, ou manipulatrices dans les problèmes de violence, etc., ou alors que les mères, elles font forcément mal. Alors, je dis pas qu'il y a pas des mères qui peuvent être défaillantes, mais et ça, je trouve que ça revient aussi beaucoup au moment de Noël, en fait, parce que il y a quand même une stigmatisation des mères qui ferait toujours, en fait, finalement pas assez, ou alors qui serait un peu fatigantes à toujours râler. Mais ça revient à la question du féminisme, parce qu'elles vont râler, parce qu'en fait, elles font tout, elles vont prévoir tout, et donc oui, elles râlent. Donc voilà, les femmes râlent. Donc on en vient à la question de la critique de la féministe, ou même si on n'est pas féminine, mais qui est hystérique, qui déteste les hommes, et puis on peut plus rien dire, et puis on va pas faire de la justice. Oui, ça c'est un grand... La justice se ferait sur on croit les femmes. Personne n'a jamais dit ça. On a dit que oui, en tant que femme, on se croit, on n'invente pas des choses comme ça. Après, ça veut pas dire que ça doit être la base de la justice, c'est pas possible. Bon, ça, par exemple, c'est des choses qui reviennent souvent, d'être taxé de radicalité. Ça vient tout le temps. Alors, c'est quoi la radicalité? D'aller trop loin, d'en faire trop. Et ça, je pense que ça bouge aussi un peu, parce que même entre femmes, on se le dit, ça revient moins quand même. Mais ça, c'est des choses qui reviennent forcément tout le temps, quand même, de manière générale, même si ça tend à un peu changer. Mais on va nous dire maintenant, ah oui, je sais, c'est un préjugé, les femmes, elles sont pas hystériques et radicales, mais bon, quand même, voilà. Et puis c'est reparti, en fait. Non, et après, il y a aussi, par exemple, un petit changement, il y a un petit décalage, mais ça déploie. Et alors aussi la question en tant que lesbienne, en tant que... Moi, je pense aussi à toutes les personnes à la marge aussi. Alors, c'est pareil, c'est compliqué de vivre à la marge aussi. Et ça, c'est aussi des préjugés de non-normalité, et ça s'exprime à plein d'endroits. Oui, des questions très déplacées souvent. Et il y a aussi quand même un préjugé qu'on entend très souvent, c'est la question de la différence biologique entre les hommes et les femmes. Vous en parlez dans l'épisode « Les femmes sont-elles des hommes comme les autres ?» et sur le fait qu'on entend beaucoup que la testostérone aurait plus d'impact sur le comportement des hommes. Et il y a quand même un encart assez intéressant dans le livre et dans le podcast où vous expliquez que, en fait, il n'y a pas, que ce n'est pas prouvé, en fait, que les hormones jouent un rôle particulier sur le comportement, et donc que les hormones féminines ne vont pas rendre les femmes plus douces et les hommes plus agressifs ou avec plus de pulsions sexuelles du fait de la testostérone. Et ça, je trouve que c'est important de le rappeler, parce que typiquement, ce genre de choses, on l'entend tout le temps. Et puis je pense de rappeler aussi que, parce qu'on parle souvent des hormones, mais après, l'exemple qui suit souvent, c'est, regarde, tu vois bien que le petit garçon, il joue plus à la bagarre. Mais au moment de l'enfance, il n'y a pas les questions d'hormones, de différentes hormones. Là, on parle de l'adolescence ou de... Et à chaque fois, c'est des enfants dont on nous parle. On dit, tu vois bien que la petite fille, elle jouait avec la poupée, tu vois bien. Et c'est vrai, en fait, c'est un constat, c'est vrai. Mais après, c'est quelque chose qui est construit socialement. Et ça, c'est à détricoter et de montrer que c'est construit. Ah bah oui, mais moi, je fais pas comme ça à la maison. Oui, mais ils vont à l'école. Et puis, qu'est-ce qu'ils regardent comme dessin animé? Qu'est-ce qu'ils ont comme modèle dans les magasins de jouets? À la crèche, comment c'est l'espace? C'est placé comment, l'espace? Et puis, est-ce qu'on valorise pas les amitiés entre garçons? Ils vont jouer au foot, c'est cool. Et puis, les filles, elles vont faire leur chipotage dans la... Mais ça, c'est encouragé partout, même si dans la famille, il y a de la résistance à ça, c'est une résistance contre un système total qui encourage ça, et qui va avec le patriarcat et l'hétéropatriarcat, parce que une fille, un garçon, à 2 ans, on leur dit alors t'as un petit amoureux, donc ça on présuppose qu'on est hétérosexuel. Et ben c'est pareil, c'est le même mécanisme. Ça vient aussi de la question des rôles de genre. Donc soi-disant, devrait forcément, alors qu'on sait très bien que si c'était le cas, tout le monde serait hétérosexuel. Ce n'est pas le cas. Donc la nature là-dedans, et ça, de répéter que c'est quelque chose de socialement construit, de trouver des exemples qui sont pas très compliqués. Et je sais qu'il y avait des militantes qui avaient fait des super affiches avec des joueuses de foot, des grandes athlètes,
trottinette, en montrant que, en vis-à-vis d'elle, Monsieur Lambda, il court moins vite en fait, malgré sa testostérone. Donc, il y avait aussi un truc de comment on désapprend aux femmes à être dans le physique en fait, et aux filles tout de suite, assez vite aussi. Et moi, je suis toujours marquée et même émue au moment des kermesses d'école, par exemple, où alors ça tend à changer aussi parce qu'il y a des super instituts, et puis c'est un boulot aussi. Elles font ça contre les parents, parce que des instituts qui travaillent sur les questions de sexisme, etc. Il y a des parents qui n'ont pas envie de ça. Bon, mais quand même, la majorité des cas, quand on va dans le kermesse de fin d'année, les chorégraphies, c'est les garçons d'un côté, les filles de l'autre. On va danser, je sais pas, on va faire une chorégraphie sur cow-boy, machin. Bon, déjà aussi, il y a les questions de colonialisme aussi qui vont pas du tout. Mais donc ça présuppose que les garçons sont tous les mêmes et ont tous envie d'être ensemble. Et voilà, et les filles toutes les mêmes, toutes envie d'être ensemble. Et après, garçons et filles dansent. Donc en fait, ça présuppose que tout le monde est hétérosexuel aussi. Et du coup, moi, ça m'émeut beaucoup parce que c'est la sensation de comme si on les mettait tout de suite dans des cases fermées, quoi. Enfin, donc après, forcément, qu'il faut toute une vie pour déconstruire ça, alors en tant que femme, parce que on est dans une position dominée, mais en tant qu'homme aussi. Bien sûr. Pour travailler sur ce qu'on nous a encouragé à faire depuis toujours. Et ça, je trouve que c'est très marquant. Et ça raconte ce stéréotype-là, qui revient dans les discussions. Et ça, je pense que quand même, ce qui est très important, moi, ça m'a soulagée, parce que moi aussi, je savais pas quoi répondre avant de faire ce podcast. On me redisait toujours, oui, tu vois bien que c'est ça. Et moi, je dis, mais non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. On regarde une cour de récré, c'est ça qui se passe. Mais c'est pas la nature. C'est une construction sociale. Et vous parlez notamment justement dans cet épisode d'une crèche dans laquelle les assistantes apprennent en fait aussi à interagir autrement avec les enfants, à organiser l'espace différemment pour qu'il n'y ait pas un coin de jeu fille, un coin de jeu garçon. Et c'est intéressant de voir comme elle s'interroge en se disant en fait, je me suis rendu compte, comme la plupart des gens, que quand je vois une petite fille, la première chose que je vais faire, c'est je vais lui dire qu'elle est jolie ou que sa robe est jolie, et un petit garçon, je vais lui dire qu'il est fort, qu'il est courageux. Et elles désapprennent petit à petit à le faire. Il y a un thème que j'aime beaucoup, c'est ouvrir le champ des possibles. Ça me parle beaucoup. Je m'amuse à dire toi tu vas gravir les montagnes, quelque chose que je me serais jamais permis de dire avant, quoi. Pour une petite fille, voilà. C'est une vraie cascadeuse, ou la maman, j'ai dit c'est une super sportive, voilà. Ça m'a aidé là-dessus. Ça me donne plus de liberté, et ça donne plus de liberté aux enfants. Et puis quand on compare, on va avoir tout le temps tendance à comparer par rapport aux hommes. Comme si c'était le neutre, en fait. Et on va pas comparer par rapport aux femmes. Regardez, quand on parle des salaires, on a tendance à dire les femmes gagnent moins que les hommes. Et oui, mais on dit pas tellement que les hommes gagnent plus que les femmes, en fait. On pourrait dire l'inverse. Les femmes sont plus sensibles, par exemple. On dit pas, aux hommes, on leur apprend moins l'empathie, on leur apprend moins à montrer leurs émotions que les femmes. C'est toujours par rapport aux hommes, comme si c'était le neutre, en fait, comme dans la société. Est-ce que vous avez justement, par rapport à ces idées reçues ou ces choses qui sont quand même très tenaces dans la société et qui nous enferment, en effet, dans des rôles, d'autres exemples comme ça en tête de solutions, d'initiatives que vous avez pu justement enregistrer et qui vous paraissent intéressantes en vous disant, mais pourquoi est-ce que, par exemple, là, sur cette crèche en question, pourquoi on fait pas ça dans toutes les crèches, par exemple? On en a déjà un peu parlé mais moi je pense quand même que la question de l'autodéfense, en fait, c'est une solution très forte, en fait, et qui déjà est émancipateur personnellement et donne des outils très concrets. Ça ne veut pas dire que tout est réglé grâce à ça, mais et l'autodéfense des femmes et l'autodéfense pour les enfants aussi. Les groupes de parole, je pense que l'autodéfense pour les enfants. Il y a une école que vous allez en Belgique, il me semble, c'est ça? C'est en Belgique, oui, c'est génial, où elles interviennent pour aussi apprendre à se défendre. Alors, apprennent des situations où ils pourraient être mis en danger par un adulte et en fait ils doivent savoir quelles sont les différentes situations et comment ils peuvent réagir si un adulte leur dit viens dans une pièce tout seul avec moi ou des choses comme ça. Après, ce qui est douloureux aussi là sur cette émission-là, c'est que du coup ces outils sont formidables et en même temps, mais c'est aussi pareil pour les femmes, mais les enfants ont encore moins de droits et moins de possibilités de se défendre. Ils sont en situation encore plus dominée et du coup, ce qui est dur, c'est qu'on sait que c'est très
difficile de faire ce qu'on leur demande là, dans les cours d'autodéfense. Et en même temps, ça permet au moins d'avoir ces petits outils-là. Mais c'est un bout, quoi. Ça sera jamais suffisant. Je pense à l'iceberg des violences, qui est connu sur les violences faites aux femmes. Avec mon collectif, on a fait le même, mais pour les enfants. C'est-à-dire qu'en haut de l'iceberg, il va y avoir l'inceste, le viol, l'infanticide. Et tout en bas, on va avoir les violences invisibles, en fait. Les menaces, le chantage, le dénigrement, la culpabilisation, la pression, la dévalorisation. Encore aujourd'hui, la fessée. En fait, toutes ces violences-là, c'est un continuum des violences. Les violences psychologiques, la manière dont on considère les enfants. Les enfants sont en situation de vulnérabilité et après, c'est les ressources. C'est qui on peut appeler, en parler aux autres. La question du harcèlement, de pouvoir... Enfin, il y a harcèlement où... il y a aussi des exemples de harcèlement, de pouvoir le partager avec les autres. Et je pensais à l'autodéfense. Et je pensais aussi, quelque chose qui m'avait marqué, c'est le lycée, des initiatives dans des lycées de la part de profs qui font ça en plus, alors avec des petits budgets des fois, mais des initiatives là c'était des égo-délégués qui sont délégués comme des délégués de classe, mais sur la question dans tout l'établissement sur la question de l'égalité filles-garçons. Des fois ils ont fait un happening à la cantine avec un collage et puis ils vont faire des ateliers de discussion de groupes de parole. Alors c'est pas facile, elles étaient et ils n'étaient pas très nombreux et nombreuses, mais n'empêche que ça par exemple je trouvais que c'était fort quoi, que il y ait ces groupes qui se renouvellent année après année, avec justement des très jeunes qui sont déjà extrêmement conscientisés sur des questions féministes. Ça, par exemple, comme piste, j'ai trouvé ça très touchant et source de beaucoup d'espoir. Ouais. Non, mais c'est intéressant aussi de voir comment certains parents, par exemple, aussi décident de gérer tout ça, comme vous le disiez, c'est-à-dire en fait, ils peuvent essayer de mettre en place un cadre qui soit le plus libre possible chez eux. En fait, il y a l'école, il y a la société tout autour, et c'est difficile de se battre avec ça. Moi, ça m'avait marqué l'épisode où un petit garçon voulait aller en robe à l'école, et ses parents se sont dit, on va pas lui interdire, mais en revanche, on lui met un jogging dans son sac, comme ça, au cas où, si on se moque de lui, il a une option pour ne pas être en robe toute la journée. Et prévenir qu'il pourra potentiellement être montré du doigt et que du coup, il y a quelque chose, une résistance. Malheureusement, il faut partir avec une résistance. Après, moi, je pense à un autre outil, c'est la question de la grève féministe. Parce que ça, pour le coup... c'est le collectif et c'est le rapport de force, encore une fois. Parce qu'on a beau parler, on est entendu, voilà, mais en fait, si tout s'arrête, si on arrête, notamment la question du travail domestique, mais pas que, le pays s'arrête, en fait. Bon, voilà, c'est le principe d'une grève. Et en plus, c'est des moments aussi suspendus qui permettent de se retrouver, de créer des liens autrement. Bon, après, c'est comment cette grève peut être mise en place pour toutes, que ce soit pas certaines qui puissent se mettre en grève, par exemple. Donc ça, c'est des questions qui sont en cours. Sûr. Mais la question du rapport de force et du collectif, c'est la meilleure solution. C'est ce qui fait qu'on va pouvoir avancer. Mais après, à part l'Islande, par exemple, vous avez des exemples de grèves qui ont fonctionné. En Suisse, il y a les grèves féministes chaque année. Là, elles sont très, très, très suivies. Ça arrête vraiment le pays. Mais non, ça, c'est en construction. Alors justement, je reviens à l'introduction de votre livre que vous terminez par ces mots, la puissance, la fierté, la joie. Et c'est intéressant parce que le tout dernier épisode de votre podcast qui est sorti récemment s'appelle « À nos joies féministes ». C'est le 55e épisode. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un peu une sorte de début de conclusion de tout ce que vous avez exploré sur justement l'importance de la joie et de aussi faire réaliser à un maximum de personnes qu'un monde féministe, ce serait plus joyeux, tout simplement? Alors, c'est pas une conclusion parce qu'il y a tellement de choses à dire encore. J'imagine encore, mais je veux dire, une sorte de début de conclusion, un point d'étape en quelque sorte. Point d'étape. C'est ce que j'ai entendu comme ça. Je crois que c'était aussi en réaction avec les élections, avec ce qui s'est passé. De Trump, de Trump. Ça, je l'ai fait avant, mais avec aussi avant au printemps. Enfin, la question. Ah oui, bien sûr, les législatives. Les législatives, et que c'était important de se redonner de la force. Et il y a deux choses, c'est que c'est pas, on cherche pas la joie quand on milite, parce que là, il s'agissait beaucoup de questions de joie militante. Enfin voilà, qu'est-ce qu'on trouve. Mais n'empêche que ça peut surgir, comme dit une des interviewées, Nina Faure, et ça peut surgir. Et quand ça surgit, c'est
c'est très fort et ça nous permet de repartir. Et je pense que depuis le début, j'ai ça en tête parce que je peux pas le faire à chaque fois, mais souvent j'avais eu envie que à la fin de chaque épisode, il y ait une sorte d'ouverture vers des possibles, quoi, des utopies concrètes. On va donner aussi à chaque fois de l'espoir, en fait, de la joie. En montrant des victoires aussi. En montrant aussi des victoires. Et après, je pense qu'au-delà de la question militante en soi, c'est que la transformation féministe, ça peut être douloureux parce que du coup, on sort aussi, on se rend compte des choses, on peut aussi sortir d'une certaine norme, ou alors remettre en question une certaine norme, et c'est pas facile. Et en même temps, c'est extrêmement puissant parce que l'émancipation, ça rend joyeux, même si ça peut apporter d'autres problématiques. Réussir à partir d'une situation qui nous convient pas, réussir à comprendre ce qu'on a vécu, réussir à vivre ses désirs, réussir à s'autoriser à vivre avec son ami, une amie, c'est extrêmement joyeux. Et aussi être ensemble, et pas que les cercles militants restreints, mais quand vous disiez entre femmes, on parle vite de sujets comme ça, mais se comprendre et dire on peut parler, j'ai pas besoin d'expliquer, de revenir, on se comprend en fait. En 3-4 mots, des mêmes bases. On est sur la base, et ça c'est soulageant, mais le soulagement, pour moi, c'est lié à la joie aussi, parce que du coup, c'est un poids en moins de se savoir comprise et de pouvoir avancer aussi, de pas d'être toujours dans se justifier, être dans l'autodéfense justement, et de consacrer son énergie plutôt à être avec celles qui nous comprennent pour pouvoir avancer et continuer. Et ça apporte beaucoup de joie, d'être comprise, et aussi de se connaître. Je pense que c'est ça aussi l'émancipation féministe et la joie féministe, c'est que on arrive à percevoir de mieux en mieux qui on est vraiment, puisqu'on évacue les choses qui nous ont été imposées ou les choses qu'on a faites pas vraiment en conscience, ou les violences qu'on a vécues. Et du coup, ça permet de savoir qui on est vraiment. Et ça, c'est d'une puissance et c'est une grande joie. On ne mesure pas l'importance de la joie comme moteur, comme lieu où on va puiser sa force. D'être avec les copines, les sœurs, et de faire corps, d'avoir cette émulation, de discuter, de dire « Ok, comment on va faire ? Comment est-ce qu'on va y arriver ? Quelle est la meilleure méthode ? Mais toi, tu t'en sors mieux de cette façon-là. Toi, tu sais faire ça. Toi, tu sais parler. Toi, t'es plus diplomate. » Enfin, de trouver en chacune d'entre nous des ressorts qui permettent d'avancer, quoi. Dernière question, qu'est-ce que vous avez envie de continuer à accomplir avec ce podcast ? À quel moment vous pourrez vous dire bon, j'ai peut-être réussi quelque chose, en quelque sorte ? Ou est-ce que vous le dites déjà sur certaines choses ? Alors, je me le dis, réussi, je sais pas, mais je me dis déjà que... oui, qu'il y a des traces laissées, qu'il y a des paroles qui vont pas s'envoler, que je le vois dans les messages que je reçois, que ça sert à des transformations très fortes. Et c'est pour ça que je pense que c'est fort aussi les messages que je peux recevoir, ou quand j'ai des rencontres avec les auditrices, c'est que c'est pas juste intéressant, c'est que ça nous transforme, mais comme le féminisme nous transforme. Donc ça, je sais pas si j'ai réussi, mais en tout cas j'ai participé. Voilà, j'ai apporté ma pierre à l'édifice de lutte contre le patriarcat. Je voulais dire selon vos critères, pas selon les critères extérieurs, parce que je sais qu'on est toujours très dur avec soi-même, c'est plutôt ça. Non, mais du coup, je vois pas de fin, en fait. Enfin, si, je m'arrêterai quand le patriarcat aura pris fin, mais bon, peut-être pas tout de suite. Donc, parce qu'en plus, il y a aussi des choses, là, je mesure ça maintenant aussi après 6 ans, c'est qu'il y a des sujets que j'ai pas traités, ou que j'ai envie, mais il y a des choses sur lesquelles il faut revenir avec le nouveau prisme de 6 ans après MeToo, en fait. Je sais pas, les questions sur la maternité, les questions sur les violences, en fait. Il y a plein de sujets où il y a des angles ou des chemins que je peux suivre maintenant, que j'aurais pas fait il y a 6 ans pour X raisons. Voilà, la question des violences, par exemple. En ce moment, on parle beaucoup du consentement. Est-ce qu'on va l'intégrer dans la loi ou pas ? Ça, on n'en était pas là il y a 6 ans. Et là, maintenant, est-ce que c'est la loi ? Est-ce qu'il faut ou pas ? On en est où du consentement chez les jeunes ? Alors que j'en ai déjà un peu parlé dans l'émission sur la justice pour toutes, c'était la première année. Et du coup, je pense que c'est pareil. C'est que comme on n'a jamais fini, il faut toujours tout recommencer. C'est infini. Je ne sais pas si ça pourra me lâcher un jour. On espère que non, parce que vos podcasts sont assez merveilleux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est la fin de cet entretien. Pour aller plus loin, vous pouvez retrouver tous les entretiens Blast sur le féminisme en podcast et sur notre chaîne YouTube. Je vous en mets aussi plusieurs en description, ainsi que tous les liens pour aller écouter le podcast de Charlotte Bien-Aimée. N'oubliez pas que Blast est un média indépendant et nous avons plus que jamais besoin de vous pour continuer à informer librement. Alors si vous le pouvez, prenez s'il vous plaît le temps de vous abonner ou faire un don sur blast-info.fr. À très vite sur Blast.